Le rendez-vous fidélité. De 11h à midi, Simon Marty. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous fidélité, le dernier de cette semaine, en ce 10 janvier 2025. Aujourd'hui, nous plongeons dans une tempête qui secoue le monde culturel des Pays de la Loire. Près de 100 millions d'euros d'économies annoncées, dans une coupe de 73%, dont le budget de la culture. Derrière ces chiffres, des femmes, des hommes, des artistes, des institutions et peut-être même l'avenir de notre vie culturelle régionale. Alors, on va tâcher de comprendre les répercussions que cela pose aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, j'accueille à présent en studio Monsieur Auré. Vous dirigez l'orchestre Stradivaria, fleurant notre patrimoine musical nantais. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes aussi accompagnés par Michel Rey. Vous êtes adjoint à la culture de la ville de Saint-Nazaire. Bonjour Monsieur Rey, merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour. Et enfin, nous accueillons pour terminer ce tour de table Philippe Fourchon. Vous êtes aux commandes du théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale emblématique. Bonjour Monsieur Fourchon. Bonjour. Allez, pour commencer, je vous propose que l'on ouvre notre rendez-vous fidélité et on plonge dans ce monde trépidant de la culture. Le rendez-vous fidélité. Et pour débuter, c'est vers vous, Monsieur Rey, que je vais me tourner. Vous avez pris position publiquement contre ces coupes budgétaires. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous raconter quand et comment vous avez, vous, appris la décision qui avait été prise par la région des Pays de la Loire de faire ces coupes d'un montant relativement inédit ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour la ville de Saint-Nazaire, d'abord, on entendait parler de cette difficulté sur les finances publiques locales depuis déjà un petit moment, donc on n'était pas forcément surpris. Simplement, en effet, on n'en connaissait ni l'ampleur et ni la méthode par laquelle ces restrictions budgétaires allaient s'opérer. Je profite de l'occasion aussi pour repréciser quand même, peut-être en préambule, que s'il doit y avoir un effort à faire dans la rationalisation de nos finances publiques, tant au plan national qu'au plan local, bien évidemment, la ville de Saint-Nazaire y apportera sa contribution et on se prête forcément à cet exercice. En tous les cas, et donc on ne le rejette pas de principe de facto. On l'apprend alors très simplement, pour ce qui concerne la région des Pays de la Loire, c'est la vice-présidente en charge des affaires culturelles. Elle a d'autres délégations, mais en tous les cas, elle a celle de la culture par un coup de fil. Donc, elle m'appelle pour m'informer que voilà des choix politiques qui sont faits par la région en termes de réduction et d'efforts de réduction budgétaire pour les Pays de la Loire, avec un discours qui consiste à dire, voilà, nous on veut se fixer l'objectif de 100 millions d'euros, 40 millions d'euros de réduction pour le budget 2025 imposé par l'État, et puis en raison d'un manque de dynamique fiscale, eh bien 60 millions vont se rajouter. Bon, tout ça se fait à l'automne, elle me l'annonce par téléphone et surtout elle me dit voilà, je vous l'annonce et je vous annonce que je vais revenir auprès de l'ensemble des acteurs culturels concernés par ces baisses budgétaires pour la culture nazérienne et nazériens. Donc je vais les prendre contact un à un pour les en informer. Voilà tout simplement comment les choses se sont faites. Comment vous réagissez vous en tant qu'élu, comment réagissent les élus que vous croisez autour de vous quand ces annonces se font jour? Alors, on réagit, bien sûr, c'est une très mauvaise nouvelle et je lui fais part d'abord de cette réaction très spontanée, de lui dire, voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour le territoire, pour la culture, et puis également de dire, moi je trouve que cette décision qui est un choix politique, elle est, comment dirais-je, elle est trop anticipée, parce que en réalité, à ce moment-là, alors on a une vie politique nationale qui est très changeante, très instable. On peut tous le regretter, mais bon, voilà, c'est une réalité actuelle qui est que
au moment où elle m'informe de ces choix portés par la région, on n'a pas connaissance de la feuille de route fixée au titre du projet de loi de finances 2025 par le gouvernement, et que donc le niveau de réduction demandé hypothétiquement aux collectivités, on ne le connaît pas. À ce moment-là, je vous parle du mois de novembre, c'est-à-dire il y a un siècle budgétaire au moment où on s'en parle, le gouvernement Barnier de l'époque parlait d'une contribution à la réduction de l'ordre de 5 milliards d'euros pour les collectivités les plus riches. Ensuite, on est passé à 2 milliards et depuis, le gouvernement Barnier est passé à la trappe avec un nouveau gouvernement et là, on attend bien évidemment cette feuille de route. Donc, Madame Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, n'attend pas effectivement d'avoir la feuille de route de la part du gouvernement au titre du projet de loi de finances 2025 et donc applique déjà de facto une règle qui est 40 millions d'euros plus 60 millions en raison d'une fiscalité en berne. Voilà. Et alors que nous, par exemple, la ville de Saint-Nazaire, nous avons, au regard du fait que nous n'avons aucune visibilité sur l'effort budgétaire qui nous sera demandé, eh bien nous avons très exceptionnellement décidé de reporter le vote du budget que nous votons habituellement en fin d'année, et là en l'occurrence ça aurait dû être en décembre, au conseil municipal de décembre 2024, eh bien nous le reportons, comme la loi nous y autorise, à avril 2025, tant que nous n'avons pas effectivement le cadre budgétaire fixé par le gouvernement. Et c'est un des éléments, moi, que je porte à la connaissance et que je conteste en fait auprès de la vice-présidente et donc des décisions qui sont prises par la région Pays de la Loire. Et donc ce nouveau budget sera donc, on l'a bien compris, vous vous pencherez dessus quand vous aurez un petit peu plus de matière pour arriver à discerner. J'aimerais qu'on regarde justement l'accueil de cette nouvelle par nos acteurs de terrain. On va rester pour le coup à Saint-Nazaire. Je vais me tourner vers vous, Philippe Fourchon. Concrètement, cette coupe pour le budget qu'on a vu en région Pays de la Loire, à votre niveau, au théâtre de Saint-Nazaire, ça représente quoi ? Alors, pour nous, donc la coupe, elle est d'un montant et aussi, je tiens à insister, d'un pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, la région se retire totalement du financement de la scène nationale de Saint-Nazaire, ainsi que d'autres. On n'est pas du tout isolé. Je crois que mon collègue pourra éventuellement parler. Ce qui est quand même notable, ça veut dire que des politiques menées par la région depuis plusieurs décennies concernant la scène nationale, c'est le cas, sont d'un seul coup effacées. Voilà. Donc, la suppression est totale. 100% de la subvention est retirée, le montant, près de 80 000 euros, un peu moins de 80 000 euros, qui représente une certaine somme. Alors, bien entendu, quand on ramène le budget total d'une structure en pourcentage, ça peut paraître minime, plus ou moins minime, selon les personnes qui veulent analyser les chiffres. En effet, notre budget est environ 3 millions, donc 80 000 euros sur 3 millions de budget, je vous laisse faire le calcul, mais en effet, c'est quelques points. Mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est que d'un seul coup, lorsque l'on décide d'enlever 80 000 euros à une structure qui fonctionne en saison, par exemple, c'est le cas de beaucoup de nos structures, nous avons engagé la saison 2024-2025 depuis 1 an environ. Là, jusqu'en juin 25, nous avons tout engagé. Quand on décide en décembre de nous dire qu'il n'y aura pas de subvention 25, déjà, c'est une première chose, c'est qu'en fait, il y a un service rendu qui ne sera pas payé. C'est-à-dire qu'en fait, nous répondons à un cahier des charges de la région. Nous avons un contrat avec la région qui dit, vous avez tel argent pour telle et telle politique qui nous intéresse. Les lycéens, etc., etc. Là, on nous apprend en décembre que ce que l'on a envisagé de faire jusqu'en juin 2025 et que nous avons engagé, donc que nous allons payer, ne sera pas subventionné par la région. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un service fait non payé dans une annonce aussi tardive et aussi cinglante. L'autre chose, par rapport au pourcentage que cette somme peut représenter, au niveau d'une scène nationale comme la nôtre,
il faut savoir que dès qu'on enlève 1 € de subvention, on enlève 3 € d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, avec 1 € de subvention, 1 € d'enlevé, ça enlève 3 € d'activité, puisqu'on est à peu près dans ce rapport-là. Notre activité, une fois que notre fonctionnement est pris en charge par les collectivités, notre activité est financée aux 2/3 par nos fonds propres, c'est-à-dire par la billetterie, par nos partenariats, par de l'argent qu'on va chercher projet par projet. Donc, en fait, l'impact de 80 000 € potentiellement, c'est x3, c'est-à-dire 240 000 € d'activité potentiellement en moins. Donc, c'est quand même un impact important. Mais je ne vais pas parler que de la scène nationale de Saint-Nazaire. On a fait une réunion avec, on a beaucoup, ça nous a d'ailleurs beaucoup rapproché, hein, tous les lieux culturels locaux. Et je vais prendre un exemple d'une subvention de 2 700 €, vous voyez le niveau, hein, sur un budget de la région qui est j'ai regardé les chiffres, 2 milliards d'euros. 2 700 €, c'est la subvention que touche l'Écrit Parle par an. Ça semble une somme dérisoire à terme quand on regarde le budget d'une région. Mais pour cette association qui mène un travail formidable au niveau de travail sur la lecture, sur la littérature, qu'on va accueillir d'ailleurs ce week-end dans une manifestation formidable qui s'appelle, le nom m'échappe d'un seul coup, mais peut-être Michel Ray va venir à mon secours, où on fait une lecture pendant 10 heures. Il y a des lecteurs qui se relaient. C'est une lecture à haute voix et qui rassemble un public extraordinaire tous les ans. Bon, par exemple, cette association fait ça, fait aussi un certain nombre de rencontres, etc., etc. Sans ces 2 700 €, elle arrête tout. Et ça devient, pour une somme aussi dérisoire, un arrêt total de l'activité de certaines structures. Donc, vous voyez, et comme disait Michel Ray tout à l'heure, ce qui est dénoncé, c'est la méthode. La décision politique, elle est souveraine, mais la méthode est délicate, parce que je crois qu'à certains moments, ne pas asseoir les gens autour de la table et ne pas réfléchir à comment on peut faire face à cette difficulté que les collectivités ont et que tout le monde, tous les acteurs culturels reconnaissent. Il ne s'agit pas de nier cette difficulté, mais il s'agit de savoir comment on fait ensemble avec cette difficulté. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, je dirais, dans ce que l'on rencontre. Voilà. Merci beaucoup Philippe Fourchon pour ce premier regard. Pour terminer ce tour de table avec justement les regards, Arnaud Auré, je vous ai vu approuver de temps en temps lors des propos de Philippe Fourchon. L'orchestre Stradivaria, c'est une institution culturelle majeure. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle situation ? Écoutez, oui, juste une petite précision, je ne suis pas directeur de Stradivaria, je suis administrateur. Il y a un directeur musical qui est Guillaume Cuillet. Comment on l'appréhende ? Enfin, déjà, comment on l'apprend ? Nous, à peu près la même méthode, avec la même brutalité que les élus, notamment Saint-Nazaire. Sauf qu'en plus, on n'a pas de coup de fil, nous, pas de SMS, parce qu'il y a eu à peu près tous les moyens de communication utilisés. C'est un courrier, le même courrier adressé à tout le monde, aux villes, aux structures, aux compagnies, adressé fin novembre. Certains les ont reçus un peu plus tôt, alors on s'échangeait les bonnes infos. Est-ce que tu as reçu le courrier ? Non, pas encore. Le lendemain, on avait trois copains qui nous disaient ça y est, on l'a reçu, que ce soit les gros, les petits, les moyens de structure, ça c'était totalement indifférent. Signé de la même Isabelle Leroy, avec à peu près autant d'explications, aussi peu d'explications que ce que disait Monsieur Ray tout à l'heure. Donc voilà, on l'a appris comme ça, et comme vient de dire Philippe Fourchon, en fin novembre 2024, toute l'année 2025 et même certains projets 2026, enfin au minimum les 12 mois 2025 sont déjà engagés, c'est-à-dire que dans les projets, les saisons sont on est déjà en mi-saison 24-25 ou même déjà les saisons 25-26 sont faites, donc on l'apprend et on ne peut que constater, on est sans réaction, on est complètement hagard, même si ça fait
ça faisait 2 mois que que l'info commençait à circuler, et ça fait quand même, je regardais hier soir, ça fait un peu quand même 2-3 ans qu'il y a des signaux. Alors on est peut-être un petit peu naïfs tous les uns les autres, mais on a tous eu des signaux en y réfléchissant bien depuis les BIS de 2023, la refonte de la politique culturelle qui était déjà dans un axe particulier, avec la fin des aides à la création, la fin d'Avignon, de la présence de la région à Avignon, etc. Il y avait déjà un certain nombre d'économies ou de remises en question des dispositifs existants. Alors qu'il faille faire des économies, moi c'est pareil, si je peux... Et pour Stradivaria, c'est concrètement 40 000 € la région. Et c'est 100% évidemment aussi de cette subvention qui s'arrête au 31-12. Donc 40 000 € pour Stradivaria, c'est un peu plus de 15% de son budget global. Et par rapport à son fonctionnement, parce que là c'est une subvention de fonctionnement, c'est 30% du budget du fonctionnement de l'association. On est 2 salariés permanents, plus le directeur musical qui est là à temps partiel. Donc c'est énorme. 1/3 de notre budget de fonctionnement. C'est-à-dire que concrètement, nous, on a très clairement posé toutes les pistes sur la table au 20 décembre, le jour du vote, en disant soit la structure s'arrête, parce que 30% du fonctionnement de la structure, sachant qu'on est 2 salariés permanents, ça veut dire que potentiellement, soit ça s'arrête, soit il y a un poste on licencie, ou ma collègue ou moi, soit on arrive à rebondir, mais comment et dans quel délai ? Des questions, elles se sont posées aussi clairement que ça, parce qu'avec 40 000 € sur 350 000 € de budget global, et quasiment, 1/3 du fonctionnement, quoi. Et pour être tout à fait transparent avec les auditeurs qui nous écoutent, ici en Loire-Atlantique ou en Eure-et-Loire, la radio que vous écoutez actuellement a reçu exactement le même courrier, mais comme tous les médias quasiment, en tout cas associatifs dans la région, pour Radio Fidélité, c'est 8 000 € qui ont disparu. Dans quelques instants, je vais me tourner vers Michel Rey, mais peut-être juste avant, Philippe Fourchon, Arnaud Auré, quand on voit le mouvement justement qui a été mis en place par la région Pays de la Loire, est-ce que d'une certaine façon, vous pensez qu'il faille redouter que une telle politique puisse se répercuter dans d'autres régions françaises? Est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, ça pourrait donner des idées? Si on se dit que en Pays de la Loire, la culture, elle peut être jugée comme étant presque accessoire sur un budget, pourquoi après tout ça n'irait pas concerner l'Île-de-France, la région PACA? C'est déjà le cas. Je crois qu'il n'y a que 2 régions en France qui ont sanctuarisé leur budget culturel, c'est la région Bretagne et la région Normandie. Toutes les autres, ça va de 5 à 10, 15, 20, 30%, et nous on est les champions, on est les champions de toute catégorie. Mais c'est un vrai risque. Philippe Fourchon? Oui, bien sûr, et en plus, si on regarde l'exemplarité de ce qui s'est passé, je fais un peu d'humour par rapport à ce qui s'est passé ici, tout le mouvement qui a eu lieu par rapport aux effets d'annonce qui ont précédé le vote du budget de la région qui a été en effet voté en décembre, avant même que le combat soit, entre guillemets, abouti sur le report, parce que nous, bien entendu, comme disait Michel, on posait à la région d'attendre, au moins de savoir de quoi on parlait, et comment, en effet, ensemble, en concertation, et avec une décision souveraine, bien entendu, du politique, comment on pouvait faire face. Bien, si on regarde les faits, c'est que avant même le vote du budget, Madame Morancet a été nommée vice-présidente du parti Horizon. Donc quelque part, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aux hommes, à certaines personnes politiques qui sont dans une forme de carriérisme? C'est que, en fait, plus on est punchy, plus on fait du bruit, plus ça parle, plus peut-être il y a une prime à la... Voilà, je sais pas. Donc ça peut malheureusement peut-être donner quelques envies à des gens qui n'auraient pas, et ça je voudrais revenir un petit peu dessus, sur fondamentalement ce que ça soulève, c'est toutes les questions, les propos qu'a eu Madame Morancet, mais j'aimerais bien qu'on ne parle pas forcément que d'elle et que de ça, mais les questions qui se posent à notre société là actuellement et qui sont un peu, je trouve, imagées par ce qui s'est passé ici en Pays de la Loire, c'est que on a tendance dans les difficultés que nous rencontrons à perdre un peu notre boussole, qui est de savoir pourquoi on existe et qu'est-ce que la culture que l'on défend et en quoi nous sommes un service public
de la culture et non pas une offre culturelle. Je fais une différence, bien que le service public est une offre culturelle, mais elle a une petite différence. Quand je vois des propos, des questionnements de politique, comme Madame Morancet qui se demande la pérennité d'un système qui, pour exister à ce point, dépend de l'argent public, c'est ses propos dans son tweet, ben, j'ai envie de dire, est-ce qu'on dirait la même chose si on parlait, par exemple, de la justice? Quelle est la pérennité du système de justice si pour exister, il y a besoin de subventions? Quelle est la pérennité de notre système d'éducation si à ce point dépendant des subventions? Ça veut, cette offre, ce service public de la culture est un service public et, par définition, un service public est une action politique, donc, et en partie ou totalement financée par de l'argent public. Et je voudrais juste prendre 2 secondes pour vraiment creuser là-dessus, ça me semble vraiment fondamental, et puis c'est peut-être ça qu'il faut qu'en effet, qu'on arrive à mieux expliquer peut-être à des endroits politiques qui se poseraient la question. Madame Morancet a l'air de dire qu'en fait, la culture pourrait très bien être privée. Mais il y a une culture de privé, et c'est très bien. C'est très bien que si des gens ont envie de voir tel ou tel projet, eh bien qu'il y ait des entrepreneurs culturels qui fassent ce travail-là et qui en effet offrent ce qui est demandé. Et les gens sont prêts à payer un certain prix pour voir cette culture. Notre travail, il est aussi ça dans le service public de la culture, mais pas uniquement. Il est aussi de garantir des tarifs d'accessibilité. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, donc en effet de l'argent public qui paye le complément de prix. Mais il y a aussi et surtout 2 autres domaines qui est non pas de répondre à un besoin émis par la population d'aller voir tel concert de telle star qu'ils connaissent, mais de faire découvrir, de faire aller vers la culture des gens qui, du coup, pour eux, c'est pas aussi évident d'aller découvrir des choses que l'on n'attend pas. C'est quand même aussi ça fait partie de cette notion de service de la culture, et aussi de promouvoir une création libre, parce que si on ne propose que ce que les gens peuvent, demandent, comment ils vont découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas s'il n'y a pas à un autre endroit des gens qui prennent un risque artistique en promouvant des artistes émergents, prendre des risques, les accompagner dans ce risque-là. Et ça, en effet, c'est pas gagnant à tous les coups. Et ça, en effet, ça doit être en effet pris en charge dans un service public. Michel Ray, j'aimerais qu'on se retourne vers vous. 2 questions en une. D'une certaine façon, à l'échelle, juste si on regardait juste à l'échelle de Saint-Nazaire, est-ce que la ville a aujourd'hui financièrement les moyens de compenser ces pertes de financement? Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être, ne serait-ce que en début d'être envisagé? Et puis, Christelle Morancet nous parle d'un modèle à réinventer. Je serais curieux de voir le regard que vous portez justement sur ce modèle à réinventer, parce que ça fait écho à ce que nous disait Philippe Fourchon il y a quelques instants. À quel point on réinvente ce modèle et comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à juger que tel ou tel pan d'une politique publique est indispensable? Qu'en pense le politique? Quel regard il porte? Alors, d'abord, là aussi, très concrètement, les annonces faites aux acteurs culturels nazériens pour les baisses de subventions régionales, c'est 320 000 euros de moins pour l'ensemble, les principaux acteurs culturels nazériens. 320 000 euros. Autant vous dire que la ville n'a pas les moyens de compenser. Au tout début de mon propos, moi je rappelais que s'il y avait un effort à faire de rationalisation et donc sans doute de réduction de la dépense publique pour rétablir les comptes, etc., je pense que les collectivités, en tous les cas Saint-Nazaire, ne souhaitent pas s'y exonérer et même est tout à fait prête à fournir cet effort. Mais il doit se faire dans la méthode, il doit se faire dans le dialogue, dans la concertation, et puis bien sûr au regard d'arbitrage. Mais là, en l'occurrence, et ce qui veut dire aussi que la ville elle-même travaille et s'apprête
devoir fournir cet effort et donc à baisser sa voilure budgétaire. Alors tant dans son organisation propre à ses services, dans ses services publics tels qu'ils sont aujourd'hui proposés, que en matière de soutien aux associations. Le maire de Saint-Nazaire a prévenu tout le monde, hélas, au grand hélas bien sûr, c'est très difficile d'annoncer qu'il faudra sans doute qu'on fournisse cet effort et qu'il ne sera pas sans conséquence. Par contre, voilà, la question de la méthode, j'y reviens pas puisque nos autres interlocuteurs, les acteurs culturels l'ont très bien expliqué. Nous, on va le faire dès qu'on a la feuille de route, on le fera dans une forme de dialogue. En tous les cas, voilà, ce que ça pèse sur le tissu local, cette baisse de subvention. Sur la méthode, ou en tous les cas sur le regard, et la deuxième question que vous posez, en réalité, ce qui fait une des spécificités, je crois, de la politique culturelle en France, c'est qu'elle repose sur des financements croisés. C'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table pour participer à la vie culturelle. Les collectivités territoriales, régions, départements, bien évidemment le bloc local avec les intercommunalités et les communes, et puis bien évidemment l'État. C'est une spécificité, alors on ne le retrouve pas forcément notamment dans le monde anglo-saxon, où on est effectivement plus sur des logiques très libérales et très liées à l'initiative privée. C'est pas le cas de la France. La France a défendu, c'est historique, cette forme d'exception culturelle, et ça renvoie à ce qu'a indiqué Philippe Fourchon, qui l'a très bien expliqué, c'est que la France considère, notre pays, nous considérons, et la ville de Saint-Nazaire bien évidemment, considère la culture comme un service public. Pour toutes les raisons qui viennent d'être indiquées, je n'y reviens pas. Et donc, à partir de là, eh bien évidemment, le principe de financement croisé, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs publics se mettent autour de la table et cofinancent des acteurs culturels, il est essentiel. Il est garant d'abord d'une forme de diversité culturelle, il est garant de la solidité et de la pérennisation de la vie culturelle et artistique sur un territoire. Et là, en effet, le retrait de la région remet fondamentalement en cause ce principe de financement croisé qui portait vraiment une ambition très forte et partagée de la culture. C'est ça qui est remis en cause. Et c'est ce modèle-là aujourd'hui contre lequel, bien évidemment, nous sommes opposés que Christelle Morancet, la présidente de la région, réinterroge. Il est tout juste 11h passées de 27 minutes. On va marquer une petite pause dans notre rendez-vous fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour parler des conséquences, notamment vis-à-vis du public. Comment est-ce qu'on peut maintenir une offre culturelle de qualité? On essaiera de creuser la question avec nos invités. Vous ne bougez pas, on revient juste après ceci. Vous êtes bien dans le rendez-vous fidélité sur Radio Grand Ciel et Radio Fidélité. Nous parlons aujourd'hui des coupes budgétaires massives dans la culture. Ici, en région Pays-la-Loire, nous avons évoqué avec nos invités le choc de l'annonce, les premières conséquences pour leur structure. On va aborder maintenant les impacts concrets pour notamment le territoire. Peut-être juste pour débuter, Arnaud Auré, j'aimerais bien avoir votre regard sur une question qui pourrait presque être un petit peu philosophique. Mais est-ce que la musique classique peut survivre au fond aujourd'hui sans subvention publique dans la société qu'est la nôtre? Sans transition avec les paroles de Louane, la musique classique, ni plus ni moins que la musique contemporaine, que le théâtre, que la danse, voilà. Enfin, le problème, c'est en effet quel modèle et vers quel modèle on se dirige en appliquant de tels choix politiques. Parce que c'est sûr qu'en effet, on le dit, enfin, il y a le modèle par rapport au public, la proposition, l'offre culturelle qu'on va proposer ou pas, et puis aussi le modèle économique et notamment l'ampleur des gens qui travaillent dans le secteur, c'est-à-dire les musiciens, enfin les comédiens, tous les artistes, et puis tous les techniciens. Et puis tous les prestataires extérieurs autres, il y a beaucoup, il y a quelques structures référentes en Pays de la Loire, de formation, d'accompagnement, de paye juridique, etc. Qui, en fait, ça va être un effet en cascade assez énorme, dont je pense
Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être naïf de dire que je pense qu'elle n'imagine pas ce que ça va pouvoir engendrer, mais ça va être un appauvrissement assez énorme de tout le tissu économique lié au secteur culturel qui génère, alors on est entre un rapport de 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5, mais quand on va expliquer aux gens que d'aller à l'opéra ou d'aller dans une scène nationale, les places seront plus à 20, 30 euros, mais plutôt à 150 comme au Zénith ou 300, parce que c'est ça en fait, hein, le prix du siège, il est aussi très dépendant des politiques publiques. Donc le secteur de la musique classique sera ni plus ni moins impacté que le théâtre, la danse, mais tout autant. Et du coup, voilà, la réflexion, c'est est-ce qu'on va tous privatiser, on va tous se diriger vers une économie privatisée du secteur culturel, avec uniquement les gens qui auront les moyens qui pourront s'offrir des places de concert, et puis plus d'action dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, plus d'action dans les EHPAD, enfin voilà, tout le travail que l'on fait, on ne fait pas que des concerts, Stradivaria comme tant d'autres, on ne fait pas que des concerts sur des belles scènes, dans des grandes scènes nationales ou des grands festivals, on va aussi dans des EHPAD, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans les prisons, des tonnes d'actions qui sont des actions coûteuses et qui sont portées entre autres par la collectivité et qui là sont sérieusement remises en question. Philippe Fourchon, vous souhaitiez réagir ? Oui, par rapport à l'impact des mesures, encore une fois, pour rester sur la région Pays de Loire, mais on pourra peut-être l'étendre dans d'autres régions, mais il y a une petite étude qui avait été faite, je ne sais plus par qui disait qu'en fait, les conséquences des mesures, qui ne concernent pas que la culture, hein, et il ne faut pas oublier les autres, il y a des choses catastrophiques, énormes sur l'accompagnement des jeunes dans la recherche d'emploi, qui sont pourtant proches des compétences quand même de la région, sur égalité femmes-hommes, sur le sport, enfin, il y a d'autres endroits. Toutes les mesures qui ont été prises là dernièrement par la région Pays de Loire, une petite étude locale a montré que ça allait entraîner potentiellement la suppression de 2000 emplois. Voilà. Je pense que c'est à peu près à peu près le niveau d'emploi d'une grosse structure employeuse locale. Je ne sais pas combien, peut-être Michel réel le chiffre du nombre de salariés des chantiers navals, mais on est dans des ordres de grandeur de ce type-là. Donc c'est vraiment, oui, ça va avoir un impact très important. Eh bien, justement, Michel Ray, vous estimez que ces coupes peuvent affecter l'attractivité d'une manière générale, par exemple d'une ville comme Saint-Nazaire ou de la région Pays de la Loire au fond dans son ensemble ? Je pense sur le long terme que ça peut avoir un impact, un effet, quand on sait que là aussi c'est une décision qui tire un trait sur, je sais pas, grosso modo 20 à 25 ans d'une politique concertée, collégiale, à l'échelle de toutes les niveaux d'administration publique des Pays de la Loire, et qui faisait que les Pays de la Loire étaient en effet une région très attractive par son offre artistique et culturelle, son dynamisme également artistique. Donc forcément, ces baisses de subventions vont affecter, parce qu'il y a un petit sujet aussi, alors je ne vais pas faire de la technique, d'ailleurs nos interlocuteurs pourraient l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais produire, ou en tous les cas faire de la culture et la rendre visible, c'est deux choses. C'est des structures, des organisations, une association, une société, que sais-je encore, qu'il faut faire tourner. Et puis, ce sont des budgets dédiés à l'artistique pour permettre aux artistes de créer, permettre d'écrire. Et en fait, ces baisses de subventions vont toucher principalement, prioritairement, le cœur, effectivement, de cette activité qui est l'activité de création et d'écriture artistique. Alors évidemment, on était un territoire où voilà, on était sur une dynamique et sur une vitalité artistique importante. Incontestablement, ces baisses de subventions, dont on ne va pas voir les effets tout de suite, hein, mais sur le long terme, sur le moyen terme même, vont avoir un effet. Et
en premier lieu un effet sur la production artistique qui pourra se faire, et donc effectivement en termes d'attractivité ça va nuire, et ça va nuire aussi à un deuxième aspect, hein. Ça a été souligné par les uns et les autres, c'est la question de la diversité artistique. Ce qui fait aussi la richesse de notre culture en France, c'était le fait d'avoir cette diversité, cette capacité à renouveler les formes d'écriture, à porter des propos très forts. Parce que le sujet artistique, il est quand même là. L'art, il y a un grand malentendu depuis longtemps, où on considérerait que l'art, c'est, j'allais dire, le pot de géranium devant la maison, pour faire joli. Non, l'art, c'est tout à fait autre chose, hein. C'est cette capacité que peut avoir une société à se raconter, à se décrire et à partager voilà, ce qu'elle est dans ses qualités, dans ses défauts, à porter aussi des enjeux forts, et on les voit poindre déjà depuis quelques années, des enjeux forts. C'est ça le travail de l'artiste. L'artiste, c'est une vigie qui nous montre des réalités. Alors effectivement, avec un parti pris, avec une subjectivité, mais c'est ça qui fait la richesse aussi et qui fait la vitalité tout simplement d'une démocratie. Et c'est à cet endroit-là aussi que ces baisses de subventions vont avoir des effets. C'est tout simplement sur cette vitalité de la création et donc derrière de notre démocratie. Concrètement, aujourd'hui, là, je me tourne un petit peu vers vous, Philippe Fourchon, vers vous, Arnaud Auré. Comment est-ce qu'on maintient l'excellence artistique avec moins de moyens? S'il faut faire des choix, qu'est-ce qu'on rabote, qu'est-ce qu'on retire, comment on s'adapte? Philippe, allez-y. Mais je veux dire qu'on a un peu une expérience, hein. Je voudrais quand même rappeler que la raréfaction de l'argent public, c'est pas un sujet qui date du mois de novembre et des annonces de Christelle Morancet. C'est un exercice qui est, et là, j'accuse personne, hein. C'est une réalité auquel nous avons affaire depuis un certain temps. Moi, j'ai 59 ans, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le milieu culturel, et à part des cas très précis, enfin des événements très précis dans les structures culturelles dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai quasiment vécu une constance des subventions. Enfin, je dirais, voilà. Donc, ça fait de nombreuses années où, en fait, nous sommes amenés à travailler sur un cahier des charges qui ne diminue pas avec des financements qui stagnent. Donc, ça veut dire qui diminuent, puisque, bien entendu, le coût de la vie, etc., voilà, un certain nombre de choses, par ailleurs, augmentent. Donc, je veux dire, c'est un exercice qu'on fait déjà depuis longtemps. Et justement, c'est ça le problème, c'est que on est tous plus ou moins maintenant à peu près arrivés pas loin du niveau de rupture. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est plus de savoir comment on va en effet arrêter de faire des pots de première, enfin, des économies, on en a mis partout pour essayer de préserver au maximum le cœur d'activité qui est l'activité spectacle que nous faisons. Malgré tout, nous voyons qu'elle a eu tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à avoir les niveaux d'activité que nous avions il y a peut-être une décennie. Et là, ce qui se présage, ce qui se présume, enfin, ce à quoi on fait face ici, mais je dirais plus globalement, c'est encore peut-être un coût supplémentaire sur ces baisses de subventions qui nous pose vraiment question. C'est-à-dire qu'en fait, comment maintenir ce service public qui puisse être reconnu comme étant suffisamment efficient pour ne pas que dans quelques années, on puisse dire qu'en fait, finalement, ça marche pas si bien que ça. Il faudrait peut-être penser, comme le dit Christelle Morancet, revoir le modèle, réinventer un modèle, puisqu'on constate que de toute façon, malgré les subventions, il y a une crise permanente. La crise permanente, elle est liée en fait au fait que les difficultés n'ont fait que s'accumuler depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, en effet, de toute façon, on n'a qu'une solution, c'est de trouver des solutions. Ce qui est repris aussi, j'ai le tweet de Madame Morancet sous les yeux, donc je suis désolé, je m'en inspire beaucoup.
Elle dit, n'est-ce pas la preuve que notre modèle culturel doit d'urgence se réinventer? Mais oui, bien sûr, mais il faut le réinventer ensemble. C'est pas en sortant de la table qu'on va forcément réinventer. Oui, on doit réinventer, on doit trouver des solutions pour faire face à cette situation, parce que, encore une fois, si on n'en trouve pas, on va se dire que finalement le service public marche pas très bien et qu'en fait il y a du privé à côté et que finalement pourquoi pas laisser uniquement le privé, le champ de la culture au domaine privé. Mais encore une fois, je reprends le privé ne fera jamais l'éducation artistique et culturelle, ne fera jamais la prise de risque artistique qui fait partie de ce service public. Voilà. Après, nous, concrètement, depuis ces annonces-là, bien entendu, qui sont quand même assez importantes et qui présagent d'autres annonces qui seront faites différemment, mais bon, on a bien entendu Michel Rey dire qu'à la ville, il y aura aussi potentiellement des économies à faire. Le département, on n'en a pas parlé, mais les départements sont dans des situations dramatiques aussi. Toutes ces collectivités qui sont contraintes à voter des budgets à l'équilibre sont dans des situations dramatiques. Donc, voilà. Donc, on anticipe au maximum, on essaye de réfléchir comment préserver le cœur de notre service public avec les moyens qu'il nous restera. Mais il va falloir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des interlocuteurs et qu'on puisse travailler en collaboration, il y a peut-être des choses qu'il faudra qu'on fasse moins bien pour pouvoir préserver ce qui est l'essentiel. On en est là. On n'en est plus à dire il faut, je sais pas quoi, acheter du papier moins cher, etc. On en est sur des choses. Doit-on supprimer un certain type de partie de notre service pour pouvoir préserver le cœur? Voilà. On en est vraiment dans cette chose-là. Moi, je n'ai jamais vécu ça depuis 30 ans, d'être à ce point-là à la corde. Et le danger, c'est que si on n'y arrive pas, on va au final, des paroles un peu, on va dire le mot, un peu plus populistes, vont dire tous ces nantis qui se gavent de subventions, pour reprendre certaines paroles, qu'on arrête, puisque ça ne marche pas. Voilà. Donc, on est condamné à ce que ça continue à marcher. Ça marche. Nos salles sont pleines. Il y a des jeunes qui découvrent la culture. Il y a des gens qui prennent des pratiques culturelles. On fait le boulot, mais il faut qu'on arrive à continuer à le faire. Et que ça puisse être dans quelques années, avec les prochaines échéances qui arrivent. Voilà, on est très vigilant là-dessus pour qu'en effet, on soit au rendez-vous, qu'on puisse prouver que notre service public est efficient, rend un service public. Et voilà, donc on est vraiment sur la corde. C'est extrêmement complexe. Arnaud Auré, vous nous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait même des interrogations à savoir est-ce qu'on maintient parmi les 2 salariés les 2 postes, est-ce qu'il faut en sacrifier éventuellement un, comment est-ce qu'au milieu de ces arbitrages parfois humainement difficiles et qui ont forcément des conséquences économiques sur l'emploi, comment est-ce qu'on essaie de maintenir une ligne artistique la plus développée possible? C'est là tout l'équilibre et toute la gymnastique qu'on fait depuis déjà, en effet, moi ça fait presque 25 ans que je suis administrateur de Stradivaria. Régulièrement, on se réinvente pour X ou Y raisons, souvent pour des raisons économiques. Le modèle, il n'y a pas 50 modèles. La France attire aussi à ce rayonnement au niveau international, aussi parce que notre modèle fait qu'on a une offre culturelle, mais pas que du spectacle vivant. Les musées, vous allez visiter le château de Versailles, le Louvre pour 15 €, 10 €, et les moins de 18 ans ne payent pas. Derrière tout ça, il y a forcément de l'argent public. Après, comment nous, c'est pareil, ce sont des choix, c'est-à-dire que plutôt d'imaginer... Alors on n'en est plus à réduire, en effet, c'est pas les pots d'après-première, ou même se dire si on met 5 musiciens au lieu de 6, ça passera quand même. Ça, on le fait déjà en fait. On est déjà dans cette réflexion-là de réduire au minimum les plateaux, de réduire au minimum le temps de travail, d'appliquer au minimum les minima des conventions collectives qui nous régissent. Donc on n'est pas à se dire tiens, on va peut-être un peu pouvoir grappiller sur les salaires et puis vendre un tout petit peu plus cher le coût du plateau. Mais non, parce qu'en fait les structures en face
font face aux mêmes problèmes économiques que nous, et qu'on ne peut pas réduire les cachets des artistes, que ce soit des musiciens, danseurs, comédiens ou autres, puisqu'on est déjà au minimum de ce qu'on peut, de la réglementation. Donc en fait c'est l'ampleur même, enfin la nature et l'ampleur même des projets qui va être réduite. Et puis, en tout cas pour nous, des structures comme Stradivarius, c'est plutôt sur les frais de fonctionnement, en effet, mais à 2 permanents, un salarié, on ne fera pas la même chose que 2. Avec une 40aine de dates par an, on peut pas, en l'occurrence, je peux pas gérer tout seul une structure, c'est totalement inenvisageable et inintéressant et de toute façon pas viable à quelques mois. Donc il faut trouver des financements, un peu de financement privé, à faire encore un peu d'économie, grappiller quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros sur les frais de fonctionnement, mais qui sont déjà réduits au minimum. En effet, si c'est faire consommer 15 ramettes de papier de moins, mais ça va pas aller loin. Donc c'est collaborer, réfléchir avec d'autres, faire des coopérations, partager des choses. Mais là on va pas révolutionner grand-chose. Et le problème c'est que moi je vois poindre aussi un autre souci, c'est qu'on va quand même tous essayer, et on essaye tous là de trouver des solutions, de se battre, pour continuer à exister, à vivre. Et il faudrait pas que dans les 6 mois qui viennent, il y a forcément des structures qui vont péricliter, c'est indéniable. Mais il faudrait pas quand même donner raison à cette politique ou à ces choix politiques en disant finalement, vous avez vu, vous nous aviez promis que ça allait être un carnage, qu'il y aurait 2000 emplois, etc. Et puis finalement, on se retrouve au mois de juin ou juillet en disant finalement, vous voyez, c'est pas si dramatique que ça, on vous a un peu secoué là, les cultureux, et puis maintenant, voilà. Et ça, il faut faire très attention parce qu'on est tous complètement abasourdis, les petits, les gros, les moyens. Il y a l'ONPL, la Folle Journée, les scènes nationales, les moyennes structures comme nous, les encore plus petites structures associatives et autres, et du secteur culturel et pas que, comme tout à l'heure on en parlait. Et on va tous essayer de se battre. Il va forcément y avoir un carnage, mais il ne faudrait pas que ça passe sous silence et que ça donne raison à ces choix d'économie, parce qu'on l'entend le discours. Quel courage, Madame Morancet, merci pour nos enfants, etc. Ça, on le lit sur les réseaux et ailleurs. Il y a forcément des gens qui trouvent que... Mais c'est quand même le modèle français qu'on est prêt à changer. Moi, j'aurais été prêt à laisser la moitié de ma subvention région pour aller financer l'hôpital ou l'école. Il n'y a aucun problème. Mais il faut l'expliquer et il faut échanger et discuter et prendre le temps. Encore une fois, c'est aussi la rapidité, la violence des choses là qui font que c'est d'autant plus difficile à encaisser. Michel Ray, est-ce qu'à l'échelle politique, on peut imaginer, alors c'est évident que ça ne se fera pas éventuellement dans les 15 jours, 3 semaines ou même 6 mois, mais est-ce qu'on pourrait imaginer repenser une sorte de coopération entre les différentes collectivités pour cette question de la gouvernance culturelle et pourquoi pas essayer de peut-être se répartir un petit peu mieux les tâches pour tâcher de faire subsister, autant vivre sur le terrain cette diversité justement d'offres culturelles? Alors, oui, on peut le repenser et je m'inscris pleinement dans les propos qui viennent d'être tenus là par Arnaud Auray. On doit pouvoir repenser ce modèle. D'abord, ce modèle, il repose déjà sur, en matière culturelle, sur une répartition des compétences plutôt assez précises entre qui fait quoi de l'État, des régions, des départements et enfin du bloc local. Les choses le législateur a déjà organisé les choses, sauf que ça ne couvre pas en totalité. Et puis, toujours pareil, ça ne permet pas de garantir cette question de la diversité artistique qui n'est pas toujours facile à appréhender. Et c'est tout ce qui faisait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui faisait l'intérêt des fameux financements croisés, c'est-à-dire le fait que la région mettait au pot, comme le département et d'autres, et l'État bien évidemment, sur telle structure, sur tel projet, parce que ça participait effectivement de cette diversité d'écriture, des formes, etc. C'est ça qui est complexe et sur lequel effectivement il faut sans doute réfléchir. Bien sûr qu'on peut, et
la ville de Saint-Nazaire y est prête à remettre sur l'ouvrage sur le métier pour améliorer les choses, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse répondre à cet effort de baisse des finances publiques qui est une réalité. Je le redis, on ne s'en exonère pas les uns et les autres, mais tout est question de méthode. Et là aussi, qu'est-ce que l'on veut privilégier pour revenir là aussi à ce qui nous semble prioritaire les uns et les autres. Pour la ville de Saint-Nazaire, ce qui est prioritaire, c'est deux choses. C'est d'abord la diversité artistique, ça me paraît essentiel, et notamment sur le fait de pouvoir accepter qu'un regard puisse être porté, qui puisse être perturbant, mais c'est nécessaire et c'est ça la démocratie. Et l'autre enjeu, c'est la question de l'accessibilité. Nos interlocuteurs l'ont très bien expliqué également. Comment l'action publique permet à tout à chacun d'accéder à l'offre artistique, à l'offre culturelle, à l'accès au savoir. C'est tout ce qui doit nous préoccuper, garantir l'expression et garantir l'accès. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut réinventer beaucoup de choses dans les formes, on peut réinventer des moyens. Et ça, je peux vous dire qu'en matière notamment sur l'accès au plus grand nombre, eh bien, ça passe notamment par ces formes dites de médiation artistique et culturelle. Je peux vous assurer que les acteurs culturels, et je prends à témoin Stradivaria et bien évidemment la scène nationale de Saint-Nazaire, qu'ils font œuvre de beaucoup d'innovation, d'inventivité et qu'ils savent se redoubler au gré des besoins et puis au gré des circonstances. En réalité, il faut travailler aussi ces formes-là et ça se fait déjà. Philippe Fourchon, vous souhaitiez réagir ? Oui, pour finir un peu quand même sur une note, parce que moi je suis d'un caractère optimiste et je pense que de toute façon on n'a pas le choix. Mais voilà. En gros, les pistes que des structures comme les nôtres vont amplifier, vont remettre sur le travail. Et Arnaud l'a dit, c'est vraiment la politique de partenariat, parce que je pense qu'à plusieurs on peut faire plus et de façon plus raisonnée, plus raisonnable, plus économique, mais aussi, je trouve, quelque part, ça nous oblige à être, en effet, intelligents ensemble et de combiner aussi des politiques culturelles, parce que la culture ne travaille pas seule, elle travaille avec l'éducation, elle travaille avec l'insertion sociale, etc., etc. Et des opérations, par exemple, je vais citer un exemple, on est en train de réfléchir ici à la scène nationale pour faire des opérations de chapiteaux partagés avec quelques communes qui ont une politique culturelle alentour. Pas forcément même de l'agglomération autour de Saint-Nazaire, mais bon, juste de l'autre côté de la Loire, on a potentiellement aussi des partenaires. Voilà, comment une opération, un chapiteau qui peut être posé quelque part, qui peut rassembler un public venant de plusieurs, assez loin, peut être en effet quelque chose de partagé entre deux politiques culturelles de deux communes différentes. Ça, c'est une des questions qu'on se pose par exemple. Après, il y a la notion mécénat, bien entendu, qu'on creuse. Alors, le mécénat, c'est pas la même chose selon les lieux économiques culturels dans lesquels on travaille. Moi, j'ai travaillé dans le milieu lyrique. Bien entendu, le mécénat, c'est autre chose que le mécénat dans une scène nationale comme à Saint-Nazaire, par exemple. Mais nous, on va vraiment travailler là-dessus. Si vous voulez, on est obligé de travailler des solutions qui nous permettent de compléter quelque part l'action publique par de l'argent privé, mécénat d'entreprise, location d'espace. Donc on va le faire, ça va devenir une partie nécessaire pour pouvoir faire notre action de service public, ce qui n'était pas forcément le cas pour tous jusque-là. C'est why not, on va se réinventer, on va y aller, mais attention à ce que cette part-là ne prenne pas trop de place, parce que du coup, il y a une façon aléatoire que les privés mettent de l'argent sur tel ou tel projet. Merci Philippe Fourchon, je suis désolé, on doit s'arrêter là. Un grand merci à tous nous trois d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Arnaud Auré, administrateur de l'orchestre Stradivaria, Michel Rey, adjoint à la culture de la mairie de Saint-Nazaire, et vous Philippe Fourchon, aux commandes du théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale. Chers amis auditeurs, auditrices, émission à retrouver bien évidemment en replay sur notre site internet. Belle journée à tous.